si vous regardez les gouvernements qui sont issus de la résistance, dont j'ai parlé tout à l'heure, 45 c'est qui? On commence. 44 Tiaroy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tiaroy, c'est un camp qui est près de Dakar, où des tirailleurs sénégalais avaient participé à la Seconde Guerre mondiale, dont certains avaient été tués, bien sûr, et les survivants ont été vernés en quelque sorte. À la fin de la guerre, tous les combattants, entre guillemets, blancs, ont touché leur sol, y compris ceux qui avaient été faits prisonniers. Les Sénégalais, on leur a dit, on vous paiera quand vous arriverez chez vous. Ils ont refusé, on les a mis de force dans des bateaux, et lorsqu'ils sont arrivés à Dakar, on les a mis dans ce camp de Tiaroy, et lorsqu'ils se sont révoltés, ils n'avaient pas eu leur solde. Ils avaient risqué leur peau pour la France, et bien l'armée française a tiré le temps. Tiaroy, décembre 1944, vous pouvez vérifier, le plus nombreux de morts. C'était pas un massacre millier, en tout cas, symboliquement. Bon, Sétif, mai 45, effectivement, il y a eu des massacres dus à la suite de manifestations. Le drapeau, qui n'était pas encore le drapeau de l'Algérie, puisque l'Algérie n'existait pas en tant qu'État, c'était le PPA, Parti du peuple algérien, fondé par Moussa Diage. Les manifestants ont voulu célébrer la chute du nazisme, le 8 mai 1945, pendant qu'on manifestait à Paris, ils ont voulu manifester à Paris. Il y avait donc le drapeau des 4 grands pays alliés, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Union soviétique, et eux, ils ont mis le drapeau du PPA, le drapeau qui est le drapeau actuel de l'Algérie. Et bien la police, l'armée et les colons ont tiré dans la foule. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Alors, ce que tu as dit sur les communistes, puisque tu as employé l'expression, par rapport à 1945, il faut distinguer, à mon avis, deux choses. Deuxièmement, l'analyse a été une catastrophe absolue. L'analyse, si vous lisez l'Humanité, je n'ai pas regardé LVO, je ne sais pas ce que disait LVO à l'époque, mais si vous regardez l'Humanité en mai 1945, ils n'ont rien compris. Alors c'était, on peut dire, ils sortaient de la clandestinité, ils n'avaient pas tous les éléments, tout ce que vous voulez. En tout cas, ils ont écrit des choses absolument honteuses sur la façon dont, en quelque sorte, un soutien à la répression. Et ça, c'est quelque chose d'amusant. Par contre, je tiens à sauver la mémoire de Charles Tillon, qui n'était pas ministre des Affaires étrangères, qui était ministre de l'Air. Et on a toujours dit que c'est Charles Tillon qui a envoyé les avions. Mais il était ministre de l'Air civil. Donc attention, Charles Tillon, qui par la suite a eu des déboires d'ailleurs avec le PC, Charles Tillon, à mon avis, doit être entièrement lavé, il est décédé depuis longtemps, son honneur doit être entièrement lavé de cette histoire, parce qu'il n'en était pas responsable. Bon, ceci étant dit. Alors, Madagascar, c'est de Chevigné que tu as parlé? Ah oui, de Chevigné. Bah, oui, il y a une plaque. Tous les ans, Bayrou, toute la clique, ils se prosternent. De Chevigné a été gouverneur général de Madagascar en 1947 et il a été ministre pendant toute la guerre d'Indochine. Il était ministre de la guerre. Donc c'est pas rien. Hein. Non, vous pouvez rajouter ça à ces titres le voir. Bon, alors le PS raciste, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Non, le PS est une expression de la social-démocratie française qu'on peut critiquer politiquement. Moi, sur l'histoire du PS, j'ai des critiques assez fortes à faire, y compris pendant la guerre d'Algérie, où ils ont été... Enfin, en tout cas, moi je ne partage pas ça. Chacun dans un sac peut avoir son... Mais par contre, encore une fois, son passé colonial n'est pas glorieux. Hein. La guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Alors, oui, c'est toi qui as parlé de Sharon. Ben, Sharon, oui, c'est un petit peu le moment où enfin, tout à l'heure, j'ai parlé seulement des débuts de la guerre de la protestation contre la guerre d'Algérie. Donc, effectivement, c'était un mouvement très lent. Mais le Sharon, c'est 62, c'est donc 4 semaines ou 5 semaines avant les accords d'Évian. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y avait un mouvement de masse. C'est malheureux à dire, mais il y a une organisation qui a puissamment aidé
à la mobilisation, c'est l'OAS. L'OAS qui a multiplié les attentats, ça a amené les gens. Beaucoup de Français se sont aperçus seulement vers 60-61, avec la guerre d'Algérie, elle arrivait sur le territoire français. Et à partir du moment où elle arrivait sur le territoire français, il y avait également la violence, il y avait également la crainte, il y avait également le danger qui était le 17 octobre 61, c'est donc 6 mois avant Charonne. Il y a plusieurs milliers d'Algériens qui sont descendus dans la rue pour protester contre... Vous connaissez l'histoire du 17 octobre, vous le connaissez en vitesse. Les Algériens ont décidé la Fédération de France du FLN a décidé d'éliminer les flics qui étaient connus comme tortionnaires. On a torturé dans le commissariat de Paris, peut-être même en province, je sais. Donc, l'État français a répondu par une notion de couvre-feu. C'est-à-dire que le 6 octobre 61, donc 11 jours avant le 17, il y a eu un conseil des ministres secret qui s'est réuni avec Michel Debré, Roger Frey, Pierre Messmer, vous voyez, les grandes gloires de la française, et qui ont décidé un couvre-feu contre alors, ils ont dit algériens. Bon, en réalité, c'est contre tous les Maghrébins, parce qu'il y avait également des travailleurs marocains et tunisiens à Paris. Couvre-feu, interdiction de sortir après 8 heures du soir. Et la Fédération de France du FLN a dit que c'était une totale injustice et en plus c'était un affront. Donc ils ont dit on organise une manifestation pacifique. Les militants du FLN ont été à la sortie des bidonvilles, il y avait beaucoup de bidonvilles, et ont interdit à tous les manifestants d'avoir le moindre objet sur eux, ni main-ongle, paire de cils, rien. Et ils ont défilé pacifiquement, 3 générations confondues, les enfants ou les ados peut-être, les adultes et parfois les chibadis. Et la police française a tiré dans le tas. Il y a eu de l'ordre probablement 200 morts. Beaucoup de gens ont été balancés à la Seine. On a retrouvé dans le bois de Vincennes des Algériens pendus, etc., etc. Donc voilà, tout ça c'est le... Et donc le fait que la guerre d'Algérie a commencé à concerner au quotidien tous les Français, a fait que effectivement le mouvement de protestation a commencé à s'amplifier. Moi, je peux vous dire qu'au l'OAS, je suis né dans un quartier de Paris qui s'appelle La Villette, pour le 19e arrondissement, pour ceux qui connaissent. On entendait dans mon quartier, enfin dans tout Paris, on entendait des explosions. L'OAS faisait des attentats à peu près tous les jours. Tous les jours. Ils visaient soit les Algériens, soit surtout des militants français qui étaient contre la guerre. Alors ça pouvait être des militants politiques syndicaux, ça pouvait être des intellectuels. L'appartement de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir a été plastiqué. Et puis ça pouvait être parfois, y compris un journaliste du Figaro qui s'appelait Bromberger a vu son appartement plastiqué. Pourtant le Figaro n'était pas encore assez à droite, donc plastiqué. Le domicile d'André Malraux, ministre de la Culture à l'époque, a été plastiqué. Et comme les gens de l'OAS ont seulement été assassins, mais étaient cons, ils ont laissé la bombe là où habitait Malraux. Malraux habitait une villa à Boulogne, premier étage, et ils ont posé la bombe au rez-de-chaussée. Et il y a une petite fille qui avait 7 ans à l'époque, qui s'appelait Delphine Renard, qui était défigurée et rendue aveugle. Delphine Renard est encore vivante aujourd'hui, elle participait aux manifs, elle était rendue aveugle. Et je ne sais pas si pour les plus anciens, ça rappelle peut-être les photos sur les affiches pour protester. Vous voyez la gamine qui avait le visage en sang, et ça a fait, c'est à ce moment-là qu'on a fait la manif de protestation de Charonne. Il y a eu donc 8 morts, enfin 7 sur le coup, un 8e après, et qui étaient tous effectivement la CGT, et certains, beaucoup étaient au PCF également. Nous avons 2 questions encore. Oui, très courte question, on veut savoir comment s'est positionnée la CGT au moment de l'affaire Boudaret. L'affaire Boudaret, qui est bien liée à la guerre d'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui connaissent d'Indochine, pardon, qui est bien la thématique du jour.
D'accord, je vais répondre. Alors j'ai oublié une réponse, c'est vous, non? Sur les intellectuels, c'est vrai que les intellectuels, beaucoup d'intellectuels, en fait il y a eu deux types de réactions possibles. Il y a eu des intellectuels qui sont devenus férocement anti-guerre, donc les surréalistes, une sorte de mouvement de protestation dans tous azimuts, y compris dans le domaine de la création. Le mouvement Dada, par exemple, c'est un mouvement vraiment de protestation formelle. Ce qui apparaissait comme n'importe quoi, pour choquer le bourgeois. Et donc, ces gens-là, par exemple, ont été, pour ceux qui connaissent Paris, il y a un restaurant de luxe qui s'appelle la Closerie des Lilas. En 1925, en pleine guerre du Rif, il y avait un banquet patriote, dans ce restaurant, bon chic, bon genre, et ils sont arrivés à plusieurs, ils ont commencé à tout casser dans le truc, et ils ont commencé à crier vive les Riffins, donc vive Abdelkrim, vive l'Allemagne, crier vive l'Allemagne en 1925, avec un peu culotté. Donc effectivement, leur protestation était une protestation surtout épidermique en quelque sorte. Mais bon, après, certains ont continué une réflexion politique, et donc certains, comme c'est le cas d'Aragon, effectivement, est devenu communiste. D'autres ils sont tous restés dans les mouvements d'extrême gauche après. Voilà. Et donc, évidemment, savoir que 7 ans après l'armistice de 18, une nouvelle guerre commençait. N'oubliez pas une chose, c'est que l'armée française a utilisé l'arme chimique contre les Riffins. L'armée française et l'armée espagnole ont jeté sur les populations civiles, parce que les partisans d'Abdelkrim, c'était pas tous des militaires, c'était des paysans qui avaient pris des armes. Et donc dans leur village, on a jeté des avions, puisque l'aviation était utilisée, des bombes chimiques. Ça, je tiens les références, c'est pour ceux qui veulent. Alors, Boudarel, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom-là. Alors, je vous explique. On revient à la guerre d'Indochine. Pendant la guerre d'Indochine, Georges Boudarel était professeur de philosophie au lycée de Saigon, donc en 50 à peu près. Et il a décidé, il était de formation chrétienne à l'origine, et il est devenu communiste pendant son séjour en Indochine. Et à un moment, il n'en pouvait plus, il a rejoint les rangs des Vietnamiens, du Viet Minh. Et comme les Vietnamiens n'avaient pas besoin de Français pour faire la guerre, ils savaient très bien le faire, et ils l'ont trouvé. Ils ont utilisé les gens qu'on appelait des ralliés, ils n'avaient pas fui dans le vélo, pour faire de la propagande en direction des soldats français, mais également en direction des soldats prisonniers. Et là, effectivement, Boudarel a accepté ce jeu qui était un petit peu, certains ont assigné ça à un bourrage de crâne. Il se trouve que, moi, vous savez peut-être, j'ai beaucoup travaillé sur l'Indochine, et j'étais vraiment très ami avec Boudarel. Je l'ai bien connu, c'était vraiment un brave type. Alors là, il disait j'ai été con parce qu'on m'a utilisé à faire de la propagande, j'ai même dit des trucs. Certains disent il disait aux prisonniers que les vaches soviétiques faisaient plus de lait que les vaches américaines. Oui, c'était le cas à l'époque. Et tout ça, il disait, j'ai dit des bêtises, jamais j'ai levé la main sur un. Et les anciens combattants français de l'armée d'Indochine, lorsqu'ils sont revenus en France, l'ont cherché et à un certain moment l'ont dénoncé comme un criminel de guerre. Ils ont même dit que c'était pire qu'à Auschwitz, enfin des sornettes finalement. Tout ça, ça a été prouvé par des historiens. Il n'y a pas eu d'extermination des prisonniers français. Il y a beaucoup de prisonniers français qui sont morts de faim ou du scorbut parce qu'ils étaient sous-alimentés, mais il n'y a pas eu de massacre des prisonniers français. C'est un mensonge absolu. Alors la CGT, je ne sais pas du tout comment c'est. Alors là, je sais pas comment. Je sais qu'il y a eu un comité de soutien à Boudarel. Moi, j'en ai fait partie à l'époque. Beaucoup d'autres en ont fait partie. Des gens beaucoup plus importants. Pierre Vidal-Naquet, par exemple, Madeleine Reberiou, des gens très importants de la gauche active, disons la Ligue des droits de l'homme, tout ça. Mais
la CGT, je ne sais pas si on a parlé de Une question complémentaire sur l'action de la CGT de l'époque, puisque bon, vous disiez pour dénoncer la guerre en Indochine et en Algérie, les camarades mobilisés dans les usines, mais est-ce que ça s'est passé aussi bien sur les lieux d'exploitation, enfin, en Algérie, en Indochine, dans les pays colonisés, les ouvriers qui étaient syndiqués là-bas, est-ce qu'ils ont aussi participé à ces grèves? Est-ce qu'ils ont fait partie aussi d'une forme de résistance pour justement permettre la dépendance de ces pays parce qu'ils étaient sur place, vous voulez dire? Oui, d'accord. Alors, en Algérie, la CGT a été très active. Il y avait beaucoup de syndiqués. La CGT réunissait ce qu'on appelait les pieds noirs, hein, et ce qu'on appelait les musulmans, les juifs, les travailleurs juifs. Donc, il y avait une CGT unifiée. Mais il y avait quand même essentiellement des Européens. Ne serait-ce pour des raisons très simples, c'est qu'il y avait très peu d'ouvriers qualifiés dans la classe ouvrière algérienne. La CGT était très forte chez les cheminots. Il n'y avait pas de cheminots qui conduisaient les trains, en tout cas. Si, il y avait des employés de la SNCF algérienne sur place qui étaient musulmans, mais c'était des petits boulots de rien du tout, de charger le charbon, enfin des trucs comme ça. Bon. Les cheminots, les traminots, les services publics. Mais dans les services publics, tous les postes de responsabilité étaient tenus par des Européens et les musulmans en général étaient vraiment dans des travaux annexes. Et là aussi, je ne pense pas qu'ils étaient très organisés au sein de la CGT. J'en sais pas beaucoup plus. J'en sais un peu plus sur la CGT en métropole. Mais en Algérie, je n'ai pas d'informations particulières. Ce que je peux vous dire, c'est que, pour faire un parallèle, le Parti communiste algérien, qui existait, qui a été actif jusqu'au moment où il a été interdit au moment de la guerre d'Algérie, le Parti communiste algérien avait, lui, une majorité de musulmans. Une chose qui est peu connue. Il y avait à peu près 60% à l'intérieur du même parti, hein, qui était vraiment très proches, qui étaient vraiment des frères de combat. Il y avait à peu près 60% entre guillemets musulmans, mais ils n'étaient pas tous, mais en tout cas ceux qu'on appelait les indigènes, si vous voulez, et 40% de français. Et la grande majorité des dirigeants, le secrétaire général, membre du bureau politique, c'était des musulmans, au sein du PCA. Mais la CGT, je ne peux pas vous en dire plus. À propos du massacre de Sétif, vous avez dit très clairement que la position du Parti communiste français avait été quand même assez digne, mais est-ce que la CGT a réagi sur le massacre de Sétif? Moi, franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est une... Voilà. Sur la question de Sétif, alors d'abord Messaliach, qui était directement visé par rapport à l'organisation et ce qu'il rassemblait en Algérie. Messaliach s'est penché, il a mis sa main dans la terre et il a dit devant la foule, cette terre est la nôtre. Et à partir de là, ça a été un fondement du mouvement de Messaliach pendant des années, qui a pu même avoir des difficultés avec le FLN et tout ce qui sera passé, c'est une autre histoire. Alors, sur Sétif, j'ai travaillé sur cette question il y a environ 2 ans, 3 ans, puisque j'avais fait une conférence sur la guerre d'Algérie. Et au moment de Sétif, tu as dit effectivement que les réactions du Parti communiste à ce moment-là, dans la CGT, ça a été beaucoup plus mitigé. Sur le plan confédéral, il n'y a pas eu tout de suite des déclarations, mais par contre, il y a eu toute une série de syndicats, d'organisations de la CGT qui ont condamné ce qui s'était passé à Sétif. Et puis, bon, les choses se sont développées après. Mais j'ai vu passer beaucoup de communiqués
d'organisation de la CGT condamnant ce qui s'était passé à Sétif. Merci. Oui, pour le monde, voilà, moi j'ai mes beaux-parents qui étaient italiens d'origine et qui ont émigré après 10 ans de guerre, parce que l'Italie, depuis 1938, mon beau-père est parti à la guerre, est revenu en 1948, puisqu'il a été prisonnier des Anglais en Afrique du Sud. Ils sont partis en Algérie, je le raconte parce que ça peut répondre à l'histoire, un peu à l'histoire de l'Algérie. Ils sont partis en Algérie en 1948 parce que Naples était complètement dévasté. Et donc, ils sont partis en Algérie. Il y a eu 3 enfants, donc une fille qui est devenue ma femme. Et comme ils n'étaient pas au début naturalisés français, ils ne touchaient pas les allocations familiales. Et les Algériens qui habitaient l'Algérie, n'étant pas français, mais habitant en département français, ne touchaient pas les allocations familiales. Ou alors très très peu. Ça c'est méconnu de l'histoire de l'Algérie. Et voilà, je voulais le préciser parce que c'est quelque chose aussi qui s'ajoute au conflit entre ce qu'on disait ici, les fameux pieds noirs, et les Algériens. Alors que beaucoup d'Algériens qui travaillaient en terre, etc., et dans les usines automobiles, ont créé et ont continué à faire fonctionner la CGT dans les entreprises industrielles et en particulier l'automobile. Mais là-bas, en Algérie, les étrangers, y compris les Algériens, ne touchaient pas les allocations familiales. Il y avait juste une précision que j'ai oubliée tout à l'heure. Pour revenir à la CGT en Algérie, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les conditions de travail n'étaient pas du tout les mêmes. C'est très difficile enfin, vous êtes sans doute tous militants, c'est très difficile d'unifier les gens lorsqu'ils ont des statuts très très différents. Lorsque l'Algérien de base, disons, touchait la moitié, voire le tiers du travail du Français qui était à côté de lui et qui faisait le même travail, allez lui dire qu'il y a une solidarité syndicale. Au quotidien, je pense que ça va être beaucoup plus difficile que sur une chaîne industrielle en France où les gens ont le même statut, parfois avec des petites engueulades et des petites égratignures, mais grosso modo, ils ont tous le même statut, les mêmes intérêts face au même patron. Là, ce n'est pas le cas en Algérie. Pour illustrer le fait, quand vous avez dit qu'il y avait très peu de responsables algériens, musulmans en Algérie, partout dans le travail, c'est qu'en fait, les enfants, les fils d'Algériens, qui étaient paysans, même s'ils étaient brillants à l'école primaire, ben, ils n'avaient pas le droit d'aller faire des études de l'art, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. On les cantonnait dans les emplois subalternes. C'est ce que j'ai lu, moi, quelque part, plusieurs reprises. C'est bien ça. Oui, bien sûr. Oui. Ah, pardon, j'ai autre chose, une autre remarque. Vous avez présenté le Parti communiste comme à l'extrême gauche. Ça m'étonne beaucoup. Pour pas dire autre chose. Vous parlez de l'actualité ou du... Non, sur l'actualité, je ne me prononce pas. Voilà, La gauche, excusez-moi, mais la période dont je vous ai parlé, citez-moi d'autres forces de gauche importantes que le PCF. On n'avait pas. Le mouvement trotskiste, on peut avoir du respect pour les militants trotskistes. Les maoïstes, ça n'existait pas. Donc les anarchistes, ça n'existait pratiquement pas. Donc effectivement, dans les faits, et puis, excusez-moi, quand vous lisez l'humanité des années 30, des années, pas pendant l'occupation, mais des années 20, 30, après 50, c'était l'extrême gauche. Ils avaient un discours extrêmement musclé, parfois extrêmement violent, et ils allaient... vous savez, peut-être la seule fois dans l'histoire où des manifestants ont fait reculer des flics, c'est la manifestation contre Ridgeway
je sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose de plus ancien ici, Ridgway qui était commandant en chef de l'armée américaine en Corée, et on l'avait accusé d'avoir répandu des produits chimiques, des armes bactériologiques et chimiques. Et il y a eu une manif où Ridgway venait en France, les militants communistes, je pense qu'il y avait beaucoup de gens de la CGT, mais en particulier les gens du service d'ordre qui ont une bonne réputation, qui ont fait reculer les flics. Ils ont fait reculer les flics. Les flics ont été se réfugier dans les commissariats parce que non, à l'époque c'était l'extrême gauche. Aujourd'hui, bon, il y a un paysage complètement bougé. Juste un petit mot sur l'affaire Ridgway. J'étais il y a quelques années dans le Var, et les vieux camarades de la CGT, du Parti communiste, m'ont raconté ce qui s'était passé à Toulon. Ce jour-là, il y avait des manifestations à Paris, mais il y avait également des manifestations en province contre l'arrivée du général Ridgway. À Toulon, c'est une énorme manifestation. C'est 10 000, 15 000 personnes, et la police a voulu charger. Eh bien, les militants, ils ont pris en otage des policiers. Ils les ont pris en otage dans la bourse du travail, et ça s'est terminé par une bagarre rangée, qui s'est d'ailleurs terminée difficilement, parce que la police a envahi pour aller chercher les flics que les manifestants avaient pris en otage, et ça s'est terminé à la fin par des militants qui se sont échappés par les toits, et ils n'ont pas pu rentrer chez eux pendant plus de 3 semaines, car la police les attendait chez eux, devant chez eux. Donc pendant 3 semaines, ces militants, comme Benoît Frachon qui est rentré en clandestinité, au même moment, il y a eu plein de militants de la CGT qui eux aussi sont rentrés en clandestinité. Parce que compte tenu de l'importance des affrontements, tu parlais d'Alain Lelia, co-secrétaire général de la CGT, il a été emprisonné sous le motif de démoralisation de l'armée. Formidable comme motif, hein. En prison, un secrétaire général de la CGT pour démoralisation de l'armée. Donc il faut bien mesurer ce qu'était l'ambiance à ce moment-là. Hein. C'était très chaud, très très chaud. Merci. Vous avez mis en avant que l'engagement de la CGT contre le colonialisme n'allait a priori pas de soi, en tout cas notamment avant la Première Guerre mondiale. Et si j'ai bien compris, une des explications que vous avez avancées pour expliquer cette frilosité initiale de la CGT sur les questions coloniales, c'est la séparation entre ce qui relève du syndicalisme et ce qui relève vraiment du champ politique avec la charte d'Amiens de 1906 que vous avez citée. Et c'est des éléments qui me semblent d'une brillante actualité, notamment si on pense à la question palestinienne, puisque que ce soit à l'extérieur de nos syndicats ou au sein de nos syndicats, et y compris au sein de nos syndicats, il y a un certain nombre de camarades qui disent, qui soit ne comprennent pas pourquoi la CGT se mobilise sur ces questions-là, et dans une certaine mesure peuvent y compris s'opposer à des prises de position, disant ça ne relève pas du champ du syndicalisme. Donc à partir de là, à la lumière de l'histoire en général et de l'histoire de la CGT en particulier, je voulais savoir si vous aviez des pistes, des tuyaux pour qu'on puisse mobiliser, en tout cas pour les militants qui sont là, au sein de nos syndicats sur ces questions internationales en général et de lutte contre le colonialisme en particulier. Ça pour vous adresser à vos directions syndicales, hein, personne ne m'a élu, moi. Non, je peux dire qu'effectivement, ça a traversé toute la période, ça. Y compris la guerre d'Indochine, il y a beaucoup de syndiqués, y compris les gens de la CGT, qui disaient qu'est-ce qu'on rendait compte, l'Indochine, c'est à l'autre bout du monde, parce en plus en Indochine, c'était des engagés, c'était pas des appelés. Donc, non, c'est la politique. Puis la politique, c'est sale, quoi. Hein, il y a un petit peu cette idée, la politique c'est sale, faut pas mélanger les choses. Et je pense que c'est un sujet de réflexion. Je pense que Sophie Binet doit y penser tous les jours. Comment faire pour que
les travailleurs se sentent plus impliqués par la question de la Palestine. Bon, en plus, vous savez qu'en France, on est empoisonné par ce faux débat sur l'antisémitisme. C'est un scandale intellectuel de nous cataloguer comme antisémites. Enfin, je pense qu'on peut dire ici, on est tous antisionistes, on est tous pour la liberté du peuple palestinien, mais personne de sérieux ne parle d'extermination ou d'éviction d'Israël. Et donc il faut trouver une solution, et ça encore une fois, voter pendant vos congrès et puis laisser les historiens tranquilles. Moi j'ai quand même, si je peux prendre le micro, oui, je l'ai. Du coup, je garde. Cette question de l'apolitisme du syndicalisme, et particulièrement du syndicalisme de la CGT, pose question sur la durée historique, pose question aussi aujourd'hui sur la situation politique. Vous dites que la politique c'est sale. C'est quand même une perception du point de vue du syndicalisme très étrange de la politique. La politique, c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus noble dans notre activité. Qu'en pensez-vous? Non, moi je pense comme vous. Franchement, oui, c'est un combat permanent de montrer que la politique, c'est pas ça. C'est pas regardez les chaînes d'information en continu. Les seules choses qui les intéressent, c'est de savoir qui va remplacer qui, les petits postes, les petites combines, savoir qui a été accompagner Sarkozy à la santé, etc. Donc, c'est pas intéressant. Moi, je me mets à la place d'un Français moyen qui n'est pas très politisé et dit, c'est ça la politique. Ça. Et c'est fait pour ça. À mon avis, c'est fait pour ça. L'information biaisée, c'est fait pour ça. C'est fait pour justement montrer aux gens qui sont pas concernés. Et justement, la gloire de la gauche, du syndicalisme militant, c'est d'essayer au contraire de dire aux gens, vous êtes concernés, et même quand il y a un crime à l'autre bout de la terre, vous êtes concernés parce qu'il y a une seule humanité, et à un moment ou à un autre, regardez ce qui se passe en Amérique latine, où quand je vais dire Bush, quand Trump menace le Venezuela, on se dit, c'est tellement loin, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas où. Et pourtant, il se prépare là un crime de droit international s'il va jusqu'au bout. Donc le syndicalisme pourrait relever ce qu'il y a. Relever la politique, c'est une politique doit donner son avis sur la marche du monde, et pas seulement les revendications sociales. Pour rebondir sur la question, la charte d'Amiens, elle a défini l'indépendance syndicale. Mais indépendance syndicale ne veut pas dire neutralité. Ça ne veut pas dire neutralité. Dans toute l'histoire de la CGT, à des moments donnés, la CGT a pris position sur le terrain politique en tant qu'organisation syndicale et en toute indépendance. Je vais prendre le dernier exemple. Il n'est pas vieux. Au moment des dernières élections législatives, et il y a eu un débat dans la CGT, et dans toutes les instances de la CGT. Ça n'a pas forcément été de soi. Il a fallu vraiment mener le débat, mais la CGT a pris position et a appelé à voter pour les candidats du nouveau Front populaire. Donc la CGT, en tant qu'organisation syndicale, a bien fait un acte d'engagement sur le terrain politique parce qu'elle estimait que c'était profitable pour les salariés et pour les revendications de la CGT. La CGT, en prenant position, a dit c'est le programme qui se rapproche le plus du programme de la CGT. Donc on appelle à voter, on y va. Voilà, c'est ça la politique de la CGT. Oui, sur ces questions. Ma première intervention portait sur l'annonce à l'appel de la CGT et des autres organisations syndicales de Seine-Saint-Denis, une manifestation à l'aéroport de Roissy samedi prochain, le 25, pour empêcher l'embarquement d'armes à Israël. Mais si on réfléchit bien, les armes sont fabriquées par l'industrie française, où il y a des syndicats CGT dedans. Et donc, c'est cette contradiction. Mais effectivement, alors après, administrativement, j'invite le camarade à relire le statut de la CGT.
où l'internationalisme fait partie sur la carte syndicale de CGT. Oui, allez, tu prends la question du côté de la Confédération, c'est d'accord avec toi. Mais le syndicalisme, c'est d'abord la défense de la feuille de paix et la défense des travailleurs. Donc, dans une entreprise, quand on demande à quelqu'un de se syndiquer, on lui demande de se syndiquer pour sa propre défense. Et par la suite, il découvre au travers de la vie, au travers des publications, etc., d'autres aspects du combat et d'autres aspects de la solidarité. Donc, il faut faire à la fois le travail syndical quotidien et puis le travail sur des points où les CDC ne vont pas forcément être de suite dans le coup. Et ça serait une erreur que de dire aux copains qui ont adhéré pour se défendre dans l'entreprise, vous n'avez rien à foutre là parce que vous n'avez pas manifesté contre Trump. Tu vois, c'est une dialectique, des constantes. C'est-à-dire que si on lâche pied sur la vie quotidienne et sur ce qui est le fond de la défense des travailleurs, qui d'ailleurs ne change pas si les dirigeants de l'entreprise sont socialistes ou communistes, il y a toujours une contradiction. Si on lâche pied sur ce point-là, on n'est absolument pas crédible sur le reste. Donc c'est une contradiction avec laquelle on doit vivre, c'est-à-dire qu'il faut défendre le quotidien, tout en sachant que celui qui vient d'adhérer, il n'a pas toutes les idées de 130 ans de vie du syndicalisme. Et c'est notre travail de quotidiennement de faire évoluer les choses. C'est bon. Des remarques à ajouter? Non, moi je suis d'accord, franchement, je sens le militant qui a de l'expérience. Non, je suis d'accord avec vous, c'est un processus dialectique. Bon, je crois que il n'y a plus de questions, nous allons clore ce moment, mais merci à tous. Je vais conclure. En quelques mots, hein, rassurez-vous. Vous allez pouvoir aller dîner, pas de problème. Donc, merci d'abord d'avoir participé à ce débat. Quand on revient sur la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, puisque le sujet c'était aussi la CGT, il faut savoir qu'au départ, y compris la direction confédérale, a beaucoup de mal à lancer le débat dans les structures de la CGT sur la nécessité d'être solidaire avec les peuples opprimés, parce que la principale préoccupation des salariés de l'époque, c'était de manger. C'était de manger. On est au lendemain de la guerre mondiale. Et il a fallu un travail dans la CGT pour que ces missions d'internationalisme soient prises en compte. Et elles l'ont été au fur et à mesure, par les fédérations, par les unions départementales, et puis après, dans les syndicats. Je veux rappeler que ça a été un long processus, que ça ne s'est pas fait en appuyant sur un bouton. Et ensuite, la CGT a eu un rôle essentiel, non seulement en France, mais en Europe, dans la bataille pour la paix en Indochine puis au Vietnam. Et elle a même eu un rôle international à travers la FSN. C'était quand même un dirigeant de la CGT qui était le président de la FSN à l'époque. Et donc, la bataille qu'a menée la CGT a eu un fil d'entraînement qui a permis des mobilisations extraordinaires. Les manifestations de l'époque en France, c'était des dizaines, des centaines de milliers de travailleurs qui se mobilisaient pour la paix en Indochine et pour la paix au Vietnam. Et ce petit peuple vietnamien héroïque, si courageux, il a gagné parce qu'il s'est battu, il a gagné parce que le peuple américain a lutté aussi, une grande partie du peuple américain s'est bougé contre son propre impérialisme pour imposer la paix au Vietnam, et puis aussi parce qu'il a eu la solidarité internationale. C'est le mouvement ouvrier, c'est l'internationalisme.
Mais la CGT a joué un rôle très important. J'ai aussi, comme Alain, écrit un livre sur cette période. J'ai découvert que dans les usines, alors il y avait à la fois les dockers, les marins qui bloquaient les envois, mais dans certaines usines, il y avait des camarades qui faisaient en sorte que le matériel qu'ils fabriquaient pour l'impérialisme ne fonctionne pas. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'armes qui n'ont jamais fonctionné. Mais ils avaient un rapport de force qui leur permettait, dans les entreprises, de saboter le matériel. Il y avait des mots d'ordre dans la CGT de saboter le matériel. Et ça, seule la CGT l'a fait. Et c'est à notre honneur de l'avoir fait. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes conditions. Mais si vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des manifestations de très grande ampleur dans d'autres pays contre le génocide du peuple palestinien et pour la paix. En France, on est dans un contexte compliqué. On retrouve toujours un peu les mêmes à Pau, et on n'est pas les seuls. Hein. En France, on s'en trouve les mêmes manifestés. Mais on a raison d'être là, on ne cède pas. On est là. Mais moi, je suis convaincu que tôt ou tard, les choses vont se débloquer, mais quand on regarde l'ampleur des manifestations dans certains pays, c'est encourageant. Mais on est dans un contexte qui est difficile en France, mais n'oublions pas, mes camarades, qu'il y a quelques semaines, les dockers de Marseille, ils ont bloqué le matériel. N'oublions pas que les dockers de Gênes en Italie ont bloqué le matériel. On a donc bien là des événements et des engagements syndicaux en France comme en Italie. Le matériel a été bloqué, le matériel de guerre n'est pas parti en Israël. Et ça, ce sont des points d'appui. Et en ce qui concerne la France, c'est appel toujours à l'actif de la CGT. Juste pour conclure, je voudrais vous dire que notre institut, avec d'autres, engage aujourd'hui une action à Bayonne. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu un camp, juste à Bayonne, où on a rassemblé des tirailleurs sénégalais pour les socialistes, qui venaient de faire la guerre pour l'impérialisme français. Et comme on ne savait pas trop par quoi faire d'eux, tu as rappelé l'exemple où on en a fusillé un certain nombre, et bien là, à Bayonne, on les a parqués, et il y a eu plus d'une centaine d'entre eux qui sont morts. Ça aussi, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Mais, alors vous êtes encore invités en sortant à passer sur notre stand, à voir nos livres, c'est bien accueilli. Merci à vous et bonne soirée.